grande cause qui nous protège, la sécurité routière mobilise aussi la communauté scientifique et le monde de la recherche. Parlons sécurité routière, un podcast qui tend le micro à la science. Il existe en France une géographie du risque routier. Si en métropole, on compte 46 personnes tuées sur la route par million d'habitants, dans les départements et régions d'outre-mer, le risque grimpe. 77 en Martinique, 117 en Guyane et jusqu'à 132 en Guadeloupe. Derrière ces chiffres, qui sont parmi les plus élevés de l'Union européenne, il y a évidemment des enjeux économiques, des enjeux sociaux et des enjeux culturels. Pour comprendre comment ces réalités influencent le comportement sur la route, la sécurité routière a demandé à l'Institut Verian d'aller à la rencontre des habitants ultramarins et de recueillir leurs perceptions. Stuart Shaw est avec nous aujourd'hui pour en parler. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Lors du dernier Conseil interministériel de la sécurité routière, en 2023, la Première ministre avait exprimé son souhait de conduire une étude dans les territoires ultramarins, et c'est vous, au sein de l'Institut Verian, qui l'avez réalisée. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur le principe de cette étude ? Oui, alors déjà, une première chose, c'est une étude qualitative, c'est-à-dire qu'on est allé à la rencontre des habitants pour recueillir leurs témoignages, leurs paroles directement à l'aide de ce qu'on appelle, nous, des focus group, donc des réunions qui rassemblent une dizaine de participants. Et on a réalisé 5 focus group dans des territoires différents que sont la Guyane, la Martinique, la Réunion, la Guadeloupe, la Polynésie, la Nouvelle-Calédonie. Donc c'est vraiment une question d'opinion, ce sont des questions de perception, ce sont donc des enjeux de représentation et c'est toute la démarche qualitative qui nous a donc conduit. Et on l'a vu, les chiffres de la sécurité routière sont plus élevés dans les départements et régions d'outre-mer, bien qu'il y ait de fortes disparités entre les territoires. Et pour l'expliquer, vous commencez dans votre étude par peindre une toile de fond des sociétés ultramarines et de leur rapport à la règle. Oui, je pense que pour comprendre et appréhender cet enjeu de la sécurité routière, il faut arriver à le contextualiser. Donc pour nous, c'était très important de permettre de tisser, comme vous le disiez, cette toile de fond, puisqu'il y a des singularités dans ces territoires-là qu'il faut avoir en tête pour pouvoir mieux comprendre cet enjeu-là. Les singularités, c'est d'abord les enjeux auxquels ces habitants font face. Ces enjeux, ils sont évidemment très différents, mais on va voir qu'ils vont finalement être tous assez concernés par la sécurité routière. Le premier enjeu, c'est la question économique et la vulnérabilité économique de ces territoires, où on a le sentiment, en tout cas dans ces territoires-là, qu'on est dans une situation très précaire de vulnérabilité sociale assez importante. Le deuxième élément, c'est la question de la jeunesse, l'enjeu de la jeunesse, où effectivement, on a là aussi dans ces territoires le sentiment que les jeunes sont voués à un avenir qui est très peu radieux, avec une difficulté de se projeter dans un avenir émancipateur. Et puis le troisième point, c'est l'élément sociétal, où effectivement on a là aussi dans ces territoires le sentiment qu'il y a un délitement d'un certain nombre de valeurs dans des sociétés qui sont quand même portées par des valeurs de solidarité très très importantes qui peuvent apparaître comme anecdotiques mais qui ne le sont pas du tout dans ces territoires puisque ça fait partie, en tout cas c'est une partie intégrante de leur identité et ces habitants ont le sentiment que cette partie-là de ce qui fait l'identité de ces îles, donc cette solidarité, ces valeurs de partage, de respect, d'entraide est en train de disparaître. Une des conséquences de ces constats que vous tracez, c'est la place de la voiture. Est-ce que vous pouvez nous parler de la place de la voiture individuelle au sein de ces sociétés ? Alors, il y a plusieurs éléments. D'abord, il y a l'idée que la voiture, elle s'impose à chacun. C'est la voiture coûte que coûte parce qu'effectivement, pour l'ensemble des personnes qu'on a interrogées, on ne peut pas vivre dans ces territoires sans voiture. Donc, il y a un impératif de mobilité et donc il faut trouver son propre moyen de mobilité. On le dit coûte que coûte pour plusieurs raisons. D'abord, parce qu'ils estiment qu'il n'y a pas d'alternative à la voiture. Les transports publics sont complètement inexistants, en tout cas pas suffisamment efficients pour répondre aux besoins. Et coûte que coûte parce que, on l'a vu tout à l'heure aussi, que la pression économique, la situation financière, parfois a comme conséquence pour un certain nombre de conducteurs
d'avoir des voitures assez vétustes, d'avoir des voitures qui ne respectent pas forcément les conditions nécessaires pour pouvoir rouler en toute sécurité. Et puis de l'autre côté, il y a quand même un rapport aussi très culturel à la voiture dans ces territoires-là, avec cette logique un peu d'ostentatoire. Avoir une belle voiture, une voiture puissante, c'est finalement la meilleure façon de montrer qu'on a réussi. Et après, il y a aussi cette idée selon laquelle, comme les infrastructures sont peu aujourd'hui, en tout cas c'est ce qui est perçu, il y a assez peu de travaux qui sont réalisés, il y a assez peu de maintenance, il y a assez peu d'entretien. Pour répondre à cette défaillance de l'autorité publique, on va avoir des voitures très puissantes. Et ça a une conséquence très grave, parce que pour un certain nombre de conducteurs, il y a la capacité à maîtriser ces voitures. Et la question de la maîtrise du véhicule puissant se pose, notamment sur le public féminin, et dans les groupes que nous avons menés dans ces territoires, il y a vraiment cette idée que oui, il faut une voiture puissante, même si on n'arrive pas à la maîtriser. Et ça a des conséquences évidentes sur le comportement routier et sur le risque qu'on prend sur la route. Vous identifiez aussi un rapport au risque particulier dans ces territoires. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Oui, c'est un territoire où le risque sur la route, finalement, c'est une partie de la mosaïque qui compose le risque dans ces territoires. Ces habitants, ils expriment l'idée selon laquelle ils sont en permanence exposés au risque. Le risque permanent. Et il est de nature différente. Il peut être économique, on l'a dit, il est sécuritaire puisqu'on nous dit qu'il y a de plus en plus de délinquance. Il est aussi climatique avec un certain nombre d'événements, notamment récents, qui nous le prouvent. Donc il y a une forme de risque permanent. Et face à ce risque, il y a une réaction qui paraît totalement humaine, qui est celle de la résilience contrainte et donc de la mise à distance de cette perception du risque. Et donc on va relativiser finalement les risques auxquels on est quotidiennement confronté pour mieux les accepter et peut-être d'une certaine manière, même si c'est paradoxal dans la sécurité routière, mieux y faire face. Donc effectivement, quand on leur parle de dangers sur la route, ils sont absolument lucides en nous disant effectivement, il y a des dangers sur la route, mais ces dangers-là, ils sont partout, ils existent partout, et donc vaut mieux peut-être moins y penser pour pouvoir mieux y faire face. Et ça, je pense que c'est un levier important à avoir en tête. Vous nous expliquez aussi que le risque est perçu comme inévitable de toute façon. Donc on ne peut rien faire pour éviter ce risque. Oui, il y a une approche extrêmement fataliste de cet enjeu, avec une influence très forte dans ces territoires de ce qu'on pourrait appeler la sphère du magico-religieux. C'est-à-dire qu'on a le sentiment dans ces territoires que ce qui arrive, arrive. Il y a des adages, ça qui fait en créole, qui montrent finalement qu'on a assez peu de prise sur les événements du quotidien. Donc là, encore une fois, il y a une forme de relativisation de l'action individuelle, de la marge de manœuvre individuelle sur le changement des comportements, avec, encore une fois, une idée de fatalité qui s'exprime et qui est peut-être l'un des premiers obstacles au changement de comportement. Dans le discours, vous observez aussi que certaines transgressions sont assumées, voire que comme certaines, comme les stupéfiants ou l'alcool, elles ne sont pas vécues comme des transgressions. Oui, il y a une idée dans ces territoires qui s'exprime là aussi de manière assez frappante. C'est la règle qui fait sens, c'est la règle du bon sens. Et donc, sur un certain nombre de comportements, on estime que ce qui doit primer, c'est le pragmatisme. Et c'est une réponse un petit peu à ce qu'on disait au tout début de cet entretien, c'est-à-dire l'État n'est pas forcément au rendez-vous quand il s'agit de l'entretien, quand il s'agit des alternatives en termes de mobilité. Et donc, ça nous engage aussi à être dans une forme d'autorégulation, cette morale individuelle qu'on s'applique en disant « je suis dans mon droit si j'applique une règle qui, à mon sens, est du bon sens ». Et même si ça suppose par conséquent de déroger à la règle qui est admise. Donc finalement, mon comportement sur la route, il est d'abord lié à l'interprétation que je fais moi-même de la règle et de sa pertinence au moment où je suis conducteur. Donc ça, c'est un vrai problème parce que la sécurité routière, elle doit s'appliquer à tous de manière collective et elle ne peut pas être soumise à interprétation individuelle à chaque fois. Donc il y a effectivement cette idée de bon sens qui prime. Et puis enfin, il y a un deuxième point qui est quand même assez important de souligner, c'est cette idée que les conducteurs évoluent aussi dans une société qui donne des signaux plus ou moins contradictoires. Et sur la question de l'alcool, c'est vrai qu'on a le sentiment qu'il y a quelque chose de très culturel dans ces territoires, à dire que
la consommation d'alcool n'est pas problématique, en tout cas est acceptée à un niveau qui est là pour le coup assez problématique en termes de sécurité routière. Et c'est accepté pour une raison qui est assez simple. On nous dit, vous savez, dans des territoires où la bouteille de lait coûte 3 fois plus cher qu'une bouteille de rhum, vous donnez un signal comme quoi l'alcool n'est pas forcément quelque chose d'inaccessible et donc qui peut apparaître comme quelque chose aussi de dangereux sur lequel il faut faire attention. Donc il y a une consommation excessive et un certain nombre d'ailleurs de conducteurs qui nous disent très clairement que c'est quelque chose qu'ils font, qu'ils continueront à faire et qui est presque ancré chez eux. Il y a un second volet à cette étude qui s'apprête à sortir. Vous avez également interrogé les habitants de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie, on l'a dit au début. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques résultats en avant-première? Alors sur la Nouvelle-Calédonie, effectivement, on est dans un contexte qui est quand même assez particulier, singulier, que personne n'ignore. Donc on a eu des résultats qui étaient un peu en phase aussi avec ce contexte-là. Il y a peut-être une singularité par rapport aux autres territoires, c'est la question de la distance à la règle, où dans les autres territoires, on avait une distance qui était, comme je vous l'ai dit, plutôt, soumise à interprétation, etc. Là, on a une distance à la règle qui est surtout soumise à une forme de défiance vis-à-vis de l'autorité politique, publique, avec une vraie violence qui s'exprime dans la mesure où on considère plus du tout légitime aujourd'hui l'édiction d'un certain nombre de règles collectives par des institutions qui ne représentent plus finalement la majorité des habitants sur place. Et en Polynésie, là, on est sur des enseignements qui sont plutôt alignés, bien qu'il y ait la vraie question, là pour le coup, de l'infrastructure qui semble davantage exprimer cette idée qu'elle est insuffisante, au-delà même de son entretien. Donc on est sur 2 territoires qui sont je dirais de manière assez générale alignés avec les autres territoires ultramarins, avec peut-être comme singularité en Nouvelle-Calédonie donc cette défiance à la règle et en Polynésie ce manque d'infrastructure très, très fortement exprimé. Merci Stewart Shaw. Merci. Cet épisode de Parlons Sécurité routière est terminé. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à nous dire ce que vous en avez pensé sur nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, on vous lira. Merci beaucoup pour votre écoute et à bientôt.